Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Le Québec vieillit plus vite que les autres provinces du Canada. Non seulement ça, mais le poids de sa population au pays diminue également, du moins proportionnellement. De quoi lui faire perdre des sièges au Parlement à Ottawa. Le Bloc a réussi malgré tout à stopper le processus. Cela dit, ce répit n'est que temporaire. Quelle perspective d'avenir? Pour en parler, David Santarossa, philosophe et titulaire d'une maîtrise en éducation et chroniqueur à cette émission. Bonjour David. Bonjour Jean-Philippe Trottier. Oui, mais c'est bien moi. Dites-moi, le Canada semble vouloir augmenter ses seuils d'immigration? Ouais, ben, c'est une tendance qui s'observe depuis quand même plusieurs années, voire Ouais, plusieurs ouais. décennies. Là, maintenant, on est rendu à 430 000 immigrants par année. Mhm. Et l'horizon, là, pour donner une petite idée à nos auditeurs, là, c'est 100 millions de Canadiens pour 2100. Donc, c'est l'objectif qui est visé. Là, en ce moment, on tourne, je pense, autour de 34-35 millions de Canadiens. Donc, Mhm. grosso modo, ben, c'est 38, fois non? Il me 3. semble qu'on est autour de 38 millions. Oui, peut-être. Ouais, ça, vous avez probablement raison, mais c'est quand même Oui, un pas assez important d'ici 2100, là, donc avec une immigration là, effectivement. vraiment très importante. Là. Alors, le Québec, là-dedans, évidemment, il y a toujours la question de la précarité de la culture et de la langue. À moins de faire venir des francophones à l'appel, je veux dire, Ben, qu'est-ce que vous en exactement, pensez? c'est-à-dire que le Québec est devant un choix, hein, donc il doit évidemment, en fait, normalement, on s'attendrait à ce qu'il garde le cap, si on veut, en respectant la proportion du 430 000, mais par rapport à la Oui. population du Québec. Mais donc, s'il veut garder son poids démographique, ben, ça veut Mhm. dire qu'il doit doubler ses seuils actuels, Mhm. ce qui est difficilement envisageable, mais c'est ce qui est sur la table quand même si on veut garder notre poids démographique et notre Il poids il- politique éventuellement. il y a toujours la question extrêmement taboue au Québec, c'est les naissances. Le taux de naissance est extrêmement bas au Québec. Ça, Lucien Bouchard avait dit ça il y a quelques années. Il s'était fait rembarrer par les lobbies féministes. Et donc, après, il n'a plus rien dit. Mais ça, c'est aussi, on pense tout le temps à l'immigration, mais on parle rarement de la natalité au Québec, qui, elle, est assez déficitaire, comme ailleurs au Canada, mais peut-être plus au Québec qu'ailleurs. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, en 2018, un peu avant les élections, la CAQ parlait justement de faire des politiques de natalité. Et Voilà. ça a été très mal vu de parler de natalité. Donc après ça, il a Ah bah commencé à oui. parler d'aide aux familles en utilisant une espèce de langage un peu Bah, politiquement correct. ben oui, en langage féministe, ça veut dire museler, cadenasser les mères au foyer. Je veux dire, dès qu'on dit le mot natalité aussi, ou ça, c'est tout de suite Mhm. revanche des berceaux, et puis tout y passe. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est curieux parce que on pourrait même y voir un enjeu féministe parce que dans les sondages, on se rend compte Mhm, que en moyenne, les femmes mhm. aimeraient avoir davantage d'enfants que ce qu'ils ont actuellement. Ah bon? Mais pour des raisons, oui, mais pour diverses raisons, évidemment d'ordre économique, peut-être en termes de temps aussi. On sait qu'aujourd'hui, élever un enfant avec tous les cours de musique, de sport, etc., ça demande beaucoup de temps. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent avoir davantage d'enfants et Mhm. il y a peut-être même un enjeu féministe dans cette idée-là, là, je pense que oui. On va marcher sur des œufs pour quelque temps. David, alors, David Santarossa, entre-temps, Yves-François Blanchet a réussi à faire passer une motion au Parlement, non? Oui, exactement. Donc là, à chaque décennie, grosso modo, on refait un calcul du poids démographique de chacune des provinces et on lui donne des sièges en conséquence. Et Mhm. selon le calcul préliminaire, ben, le Québec allait être la seule province à perdre un siège, Oui. tandis que d'autres provinces allaient en gagner. Et puis Mhm. là, finalement, le Bloc a fait voter une motion pour que cette fois-ci, lors du redécoupage qui va être mis en vigueur en 2024, Oui. le Québec n'allait pas perdre de siège pour ce redécoupage-là. Et la motion a été acceptée à la majorité, mais pas à l'unanimité. Sauf que d'autres provinces vont voir davantage de sièges, l'Alberta, l'Ontario notamment, non? Exactement. Donc, oui, on ne perd pas de siège au Québec, mais son poids démographique va quand même baisser quelque peu. Bon, évidemment, ça reste
petit si on le voit, si on a une vision un peu une vision à court terme, exactement. Mais si on regarde à long terme, on se rend bien compte que le poids démographique du Québec descend décennie après décennie, là, il était de 30% il y a quelques décennies à peine. C'est vrai, on est à 23% à peu près maintenant. Et donc c'est une victoire temporaire du Bloc d'avoir maintenu le nombre de sièges au Québec. Est-ce que c'est une question qui relève aussi... Le nombre de sièges est fixé par la Constitution canadienne, non, David Santa-Rosa? Oui, exactement. Donc, c'est le principe de proportion, de proportionnalité plutôt, qui est vraiment inscrit dans la Constitution canadienne. Oui, puis c'est pas propre non plus à la Constitution canadienne. Ce principe-là de proportionnalité, évidemment, oui. Il est présent un peu partout dans les démocraties occidentales. Et évidemment, ben, c'est ça, comme vous le dites, c'est une victoire temporaire parce qu'on se doute bien que au prochain redécoupage, quand le Québec, du moins c'est la manière que ça s'enligne, quand le Québec va encore perdre des points de pourcentage en termes de poids démographique au Canada, ben évidemment, ça va être de plus en plus difficile à défendre le maintien du poids politique du Québec. Là. Donc, David Santa-Rosa, tant qu'il reste un peu de temps avant la dégringolade, je veux dire, quels sont les scénarios qui s'offrent au Québec pour les prochaines années, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est ça. Moi, je vois 3 scénarios. Donc, scénario 1, c'est le statu quo. Oui. Et donc, on garde les seuils actuels, qui sont quand même déjà assez élevés. Hein? Et on ne se mentira pas, on va voir le français reculer au Québec et dans la région métropolitaine en particulier. Oui, c'est pas moi qui l'invente, hein? C'est les chiffres d'ailleurs de Statistique Canada qui en parlent. Et malgré ces inconvénients-là, ben, le Québec va continuer d'avoir de moins en moins de poids dans le Canada, ça c'est certain. Donc ça, c'est un scénario. L'autre, c'est quoi? Donc, on passe du statu quo. Maintenant, si on décide d'augmenter les seuils, oui. Comme en suivant, si on veut, la proportion au Canada, donc en les doublant, ben là, on va maintenir notre poids politique et notre poids démographique, en fait, et notre poids politique, mais ce sera à quel prix, hein? Donc, on connaît déjà la crise du logement et ses liens avec l'immigration. On sait les défis, justement, comme j'en parlais il y a quelques instants, avec le français. Donc, évidemment, il y a un prix à payer d'augmenter ces seuils aussi de manière aussi importante. Et j'ai envie de dire, les immigrants vont aussi payer le prix parce que c'est eux autres, par exemple, qui payent le prix pour la crise du logement. Là. Tout à fait. Et ils vont être intégrés dans les milieux anglophones, surtout, en général, non? Oui, bien sûr. C'est quand même un joli prix à payer. Dites-moi une chose, David. Mais vous raisonnez comme si, évidemment, un immigrant était étanche aux Français ou comme si les francophones de souche étaient étanches à l'idée de parler français à des immigrants. Est-ce qu'il n'y a pas une solution là de rendre ce bagage culturel patrimonial accessible à tout le monde et encourager les gens, leur parler en français au lieu de tout le temps parler anglais? Je veux dire, même les nationalistes québécois sont réticents à parler français à des étrangers. Oui, vous avez raison et je pense que j'en paresseux. Oui, vous avez raison et je pense que j'en suis la preuve vivante. Avec un nom de famille comme Santa-Rosa, on se doute bien que j'ai certaines origines immigrantes. Oui. Et je pense que je parle un bon français aujourd'hui. Oui, mais vous êtes, c'est pas la règle générale. Non, exactement. Donc, évidemment, j'aimerais ça qu'on soit dans un monde idéal et que les immigrants qui arrivent ici se francisent. On le sait que dans la réalité, c'est une autre paire de manches. Les succès en termes de francisation, en fait, on peut plus parler d'insuccès dans ce cas-là. Donc, le nombre est important. Il y a une différence très importante entre accueillir 100 000, 50 000 ou 25 000 immigrants, surtout pour une petite nation comme le Québec. Ça pose des défis qui sont pas insurmontables, mais du moins difficilement surmontables. Donc, pour les scénarios possibles pour l'avenir, pour essayer d'infléchir la perte de poids et de puissance et de pouvoir du Québec dans la Confédération canadienne, vous avez dit le statu quo d'abord, on garde les mêmes seuils d'immigration, sinon on hausse les seuils. Le troisième scénario, c'est quoi? Ben, c'est de baisser les seuils, comme entre autres... François Legault en avait parlé aux dernières élections. Effectivement. Mais ça n'a pas duré très, très longtemps. Évidemment, ça permet de mieux intégrer et mieux franciser les immigrants. Mais en revanche, ben là, il y a une accélération de la baisse du poids démographique et poids politique du Québec. Et là, ben, ce que ça veut dire, évidemment, c'est que les autres provinces vont encore
vont prendre davantage de décisions à notre place. On va avoir de moins en moins de poids justement dans les décisions et on peut difficilement se faire une idée des relations provinciales fédérales avec selon cette idée-là. Là. Évidemment, oui, à moins que le fédéral décentralise, ce qui n'est pas dans son ADN en tout cas. Dites-moi, David Santa-Rosa, donc ces 3 scénarios, on maintient les seuils d'immigration, on les monte ou on les baisse d'une façon ou d'une autre. Enfin, les 3 scénarios sont... ne signifie pas une embellie pour le Québec à moyen et long terme. Est-ce qu'il y a un... J'avais parlé de constitution quand on a commencé à discuter, vous et moi. Est-ce que la constitution pourrait venir au secours du Québec? Est-ce qu'on pourrait rouvrir la constitution? Est-ce qu'on pourrait changer des trucs? Ou devenir indépendant? Enfin, qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce qu'il y aurait un 4e scénario insoupçonné? Devant ces 3 scénarios-là qui mènent à une forme de cul-de-sac, n'est-ce pas? Voilà. Une forme de fatalité. Oui, il doit y avoir un 4e scénario. Je dois aussi apporter certaines bonnes nouvelles, en quelque sorte. Je pense que, c'est ça, la question... Parce que la question de la proportionnalité est indiquée dans la Constitution, oui. Mais avec de plus en plus, on parle du statut de nation qu'on veut intégrer dans la Constitution canadienne, avec le projet de loi 96, entre autres, du gouvernement de la CAQ, oui. Eh bien, est-ce qu'il y aurait moyen de donner une forme de statut particulier au Québec en maintenant son poids politique dans le Canada en disant, étant donné que c'est une nation, on doit lui décerner une forme de traitement privilégié. Bon, comprenez-moi bien, je suis loin d'être certain que le reste du Canada va... accepter d'une manière ou d'une autre à cette idée-là. Mais déjà qu'avec la commission Laurando-Danton, l'idée d'avoir 2 peuples fondateurs n'est pas du tout passée, notamment à cause de l'Ouest et des Ukrainiens, des Polonais, qui, eux, se disaient « nous aussi, on sera une nation, on sera une autre culture séparée ». Je veux dire, on revient à la même question. Le Québec se considère une nation peut-être, sauf que dans le reste du Canada, c'est du folklore, dans le meilleur des cas. Oui, bien sûr. Puis il y avait une motion cet automne, si je ne me trompe pas, sur la reconnaissance de la nation québécoise. J'ai plus ceux qui ont voté pour dans le reste du Canada, j'ai davantage l'impression que ça a été fait par politiquement correct pour pas causer trop de chicanes, parce que je suis loin d'être certain que c'est une idée qui est partagée par une majorité de Canadiens. C'est pas l'impression que ça me donne. Bon, en général, il y a la sorte de solution qu'on sort du chapeau magique, c'est l'indépendance. Il me semble qu'avec tous les scénarios que vous évoquez, David Santa-Rosa, rouvrir, ou un 4e scénario qui consisterait à rouvrir une constitution, ce qui est loin d'être acquis, et il reste plus qu'un geste unilatéral, c'est-à-dire de déclarer l'indépendance, ce qui est pas très, très non plus évident. Non, exactement. Puis c'est pas une solution à la mode en ce moment. C'est pas du tout dans les boîtes, comme on dit, là, avec un François Legault qui a une posture nationaliste, mais qui était indépendantiste, mais qui ne l'est plus. Mais quand on regarde les choses froidement, il y a le projet démographique canadien, que je répète, 100 millions de Canadiens pour 2100, qui m'apparaît en contradiction fondamentale avec le projet culturel du Québec. Donc, je vois vraiment un cul-de-sac. Et je vois comme quelque chose d'inévitable de renégocier d'une manière ou d'une autre une constitution, et peut-être justement la souveraineté qui pourrait en découler. L'avenir nous le dira, mais du moins j'ai l'impression que ça doit être une solution sur la table, et historiquement, le simple fait que cette solution-là soit sur la table a avantagé le Québec. C'est une forme de crainte que le reste du Canada a à l'égard du Québec lorsqu'il y a cette crainte-là. Maintenant qu'il ne l'a plus, justement, j'ai l'impression que le Canada il va être de plus en plus centralisateur. On a hâte de voir ce qui va arriver avec la loi 21, la loi 96 lorsqu'ils seront en Cour suprême. Donc, j'ai l'impression que cette solution-là doit être sur la table au Québec. Ça m'apparaît une évidence. Laquelle? Ouvrir la Constitution ou faire l'indépendance? J'ai envie de dire les deux. Si vous n'ouvrez pas la Constitution, on déclare l'indépendance, c'est ça? Il faut qu'il y ait un peu cette dynamique-là, j'ai l'impression, lorsqu'on est dans une fédération comme le Canada, parce que c'est triste à dire, mais s'il n'y a pas cette menace-là, j'ai l'impression qu'on respectera peu les demandes du Québec. Dieu vous entende. Dites-moi, mais il y a une chose dans votre raisonnement, David, qui me semble un petit peu
qui est discutable, c'est que, évidemment, Trudeau a dit 100 millions de Canadiens pour 2100 et donc on va grimper les seuils d'immigration, etc. Bon, mais Trudeau ne sera plus au pouvoir en 2100. Je veux dire, le multiculturalisme risque de peut-être s'infléchir, disparaître. Je veux dire, j'ai comme le sentiment qu'on est une parenthèse ouverte par le père Trudeau. Pierre Trudeau est en train d'être fermée par Justin Trudeau. Je veux dire, la prospective que l'on fait, c'est d'ici 80 ans. C'est loin, beaucoup de choses peuvent se passer entre-temps. Oui, vous avez bien raison. On a l'impression parfois que ce qui se passe actuellement, ben, ça va continuer comme ça pour les années à venir, Oui, mais, c'est ça, oui. justement, l'histoire est remplie de surprises du genre. Vous avez raison, mais en même temps, je regarde ben, l'autre parti de pouvoir, si on veut, c'est le Parti conservateur, et Oui. j'ai l'impression que lui aussi, malgré que c'est pas nécessairement dans son ADN, mais aujourd'hui, il adhère à peu près à 100% au discours pro-immigration, puis quand je dis pro-immigration, c'est même aucune limite à l'immigration et le multiculturalisme canadien. Donc, j'ai l'impression que vraiment l'establishment canadien, j'ai envie de dire, adhère tout de même à cette conception-là. Après ça, vous avez raison, il peut arriver beaucoup de choses dans une société, dans l'histoire d'un pays. Même au Canada. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, les choses peuvent changer et du moins, je l'espère. Je l'espère. David Saint-Laurent, il nous reste 2 minutes. Il y a une chose que je dis beaucoup aux nationalistes et personne ne comprend ce que je dis. Et pourtant, mon français n'est pas si mauvais que ça. Je dis, ce que l'on perd en extension, il faut l'obtenir en profondeur. Extension démographique, extension économique, c'est-à-dire en puissance, quelle qu'elle soit, démographique, économique, politique, que sais-je. Mais il faut le retrouver dans la profondeur, c'est-à-dire dans la conscience d'une histoire, dans l'assomption d'une langue, d'une culture, d'une fidélité. Tout ça, les nationalistes baillent quand on leur dit ça. Ils restent entre eux dans leur petite chapelle et ils continuent leur petite, leur petit discours. Il serait temps de voir que la situation est grave et qu'il y a peut-être d'autres avenues possibles qui, elles, sont davantage existentielles que purement politiques ou économiques. Je n'ai jamais rencontré de nationaliste qui puisse comprendre ce que je raconte. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je comprends. Moi, je comprends, Jean-Philippe Rodier. Donc, la question, c'est toujours le comment, hein. Donc, c'est cette idée-là d'avoir une forme d'épaisseur historique, hein, Voilà. d'être bien ancré. Et de l'assumer. Et de l'assumer, j'ai l'impression, et là, j'ouvre une boîte de Pandore ici, mais que lorsqu'on enlève la religion d'un pays, ben c'est sûr que ça enlève cette épaisseur-là, ces assises-là, je pense. Parce que justement, il n'y a pas d'autorité au-dessus du monde, du pays, qui peut diriger, si on veut, qui peut fonder cette profondeur historique. David Zadarsa, on va se quitter sur ces propos bien graves, bien profonds. En tout cas, je vous remercie infiniment pour ces propos. On vous retrouve dans 2 semaines? Bien sûr. Merci beaucoup, David. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de Sainte-Louise de Marillac. À la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous dit merci de votre fidélité. Vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.